Vous avez quitté la Russie, obtenu la citoyenneté ou un permis de séjour, vous vous promenez dans des villes américaines et européennes, vos enfants apprennent une nouvelle langue, une nouvelle culture et tout le reste. Il semble que tout ce qu'il y avait de plus effrayant soit resté derrière vous, là-bas dans le passé. Et puis, vous découvrez qu'à un moment donné, votre téléphone s'est transformé en micro. Un programme espion spécial a obtenu un accès complet à votre caméra, à votre micro, à vos messages, à vos contacts, à toute votre vie. Ainsi, en 2023, des hackers ont piraté le téléphone de Galina Timchenko, la directrice du média Meduza, alors qu'elle se trouvait à Berlin pour rencontrer d'autres journalistes indépendants. Les autorités russes exercent de plus en plus de pression sur ceux qui sont partis, en s'en prenant à leurs proches restés dans le pays. Par exemple, le père de l'allié de Navalny, Yuri Zhdanov, fait l'objet d'une affaire pénale. D'autres militants racontent que leurs fils sont menacés d'être envoyés à la guerre en représailles à l'activité des militants eux-mêmes à l'étranger. Des famines de Sibérie et de l'Extrême-Orient racontent que leurs enfants sont envoyés servir dans les unités les plus dangereuses. Ou bien on prive leurs enfants de la possibilité d'étudier simplement parce que les parents continuent de s'exprimer, même en vivant à l'étranger. Ce sont tous des éléments d'un même système, un système dans lequel la Russie tente de contrôler et d'intimider ses citoyens et anciens citoyens bien au-delà de ses propres frontières, en utilisant des assassinats, des logiciels espions et des pressions sur les proches. En fait, tout ce qu'ils peuvent imaginer. Dans cette vidéo, je veux parler de la façon dont cette machine fonctionne par rapport à la diaspora russophone, de ce qui arrive aux immigrés, à leurs familles, et de savoir si nous avons une chance d'être en sécurité tout en ne restant pas silencieux. Peu importe si vous êtes parti il y a 20 ans tout récemment, ou même si vous n'avez jamais été citoyen de la Fédération de Russie, mais que vous parlez russe. La question de la sécurité et de l'influence de la Russie dans les pays où nous vivons vous concerne quand même. Parce qu'à Moscou, ils ont décidé que cela les concernait. Ces dernières années, Moscou agit de plus en plus activement, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi au-delà de ses frontières. Des tentatives d'influence sur les élections et des campagnes d'information, jusqu'à l'intimidation directe des immigrés et la pression sur leurs familles. Ce phénomène a été appelé « répression transnationale » lorsque l'État poursuit ses critiques et ses opposants à l'étranger, utilisant tout de l'espionnage, la surveillance jusqu'à Interpol et les menaces envers les proches. Dans cette vidéo, je vais analyser quelles structures russes travaillent avec la diaspora et dans quel but, comment la surveillance est organisée, les dénonciations, la pression exercée à travers les proches. Quels risques guettent les activistes, les journalistes, les gens ordinaires qui expriment simplement ouvertement leur opinion à l'étranger? Et surtout les règles de sécurité. Comment réduire, sinon complètement éliminer le risque? Il est impossible d'éviter complètement le risque à 100%, mais il est tout à fait possible de le réduire considérablement. Commençons par la question suivante. Pourquoi la Russie a-t-elle besoin d'une diaspora russophone à l'étranger? La version officielle est la suivante, la protection des droits des compatriotes à l'étranger. Je ne me considère en aucun cas comme leurs compatriotes, mais puisque je parle russe, cela signifie qu'ils sont mes compatriotes. Développement de la culture, de la langue russe, monuments, festivals, journée de la Russie. Le défilé du régiment. Tout un ensemble de structures en est responsable, du ministère des Affaires étrangères et de Rossotrudnichestvo jusqu'à la fondation de soutien aux compatriotes créée à cet effet. Tout cela, ce sont absolument des structures d'espionnage, de pression, rien d'autre. Mais en plus de l'enveloppe culturelle, il y a aussi une couche politique. La diaspora, c'est lors des élections. Ils ont des élections là-bas. La diaspora peut apporter un certain nombre de voix. Ce sont des communautés organisées qui peuvent descendre dans la rue, écrire des pétitions, influencer les politiciens locaux, dans différents pays. Le Kremlin essaie d'utiliser cela comme un élément de soft power, à travers les centres culturels Maison de la Russie, l'Association des compatriotes et d'autres organisations similaires. Dans certains cas, de telles structures deviennent des canaux pour promouvoir l'agenda pro-russe.
La participation à des manifestations contre la russophobie, oui, l'organisation de campagnes contre les sanctions ou en soutien à certains hommes politiques en Europe et dans d'autres régions qui conviennent et plaisent à Moscou ou sont soutenus par elle. En même temps, nous voyons aussi l'autre aspect, le passage de l'influence douce à l'intimidation. Les autorités russes misent de plus en plus sur une démonstration ouverte de force et l'intimidation, y compris à l'étranger. De l'empoisonnement d'anciens agents de renseignement, des assassinats d'opposants tchétchènes en Europe, jusqu'aux poursuites pénales contre les immigrés et aux accusations de fausses informations et d'extrémisme pour des publications sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vis en Angleterre, en Amérique, au Canada, en Israël, et que tu as partagé ou écrit toi-même « Non à la guerre », ils n'aiment pas ça. Pour une seule interview et quelques publications sur Telegram, l'ancienne présentatrice de la télévision d'État Farida Kourmangalieva, vivant hors de Russie, a été condamnée par contumace à 8 ans de colonie pénitentiaire. Si jamais ils mettent la main sur lui, Evgeny Tchitchvarkin fera de la prison. Je pense que beaucoup le connaissent, l'ancien propriétaire d'Evroset vit depuis très longtemps à Londres, et il est un critique très ouvert du Kremlin. Le 26 février, tout récemment, le tribunal lui a infligé 9 ans de colonie pénitentiaire par contumace pour des fausses informations militaires. Homme d'affaires vivant en Grande-Bretagne, il est poursuivi pénalement en Russie pour ses prises de parole en Occident. Le politicien libéral a quitté la Russie, mais en 2023, une affaire a été ouverte contre lui pour diffusion de fausses informations sur l'armée. Le motif en a été ses publications sur Facebook et Telegram. Il vit déjà à l'étranger, il les publiait, il n'a aucun lien avec eux. Selon l'OVD, en 2025, il y a eu 46 nouvelles affaires au titre de l'article 207.3. Les fausses informations sur l'armée concernent principalement des déclarations anti-guerre, et il y a eu au moins 15 affaires au titre de l'article 283. C'est la discréditation de l'armée. Parmi elles, il y a des affaires contre des journalistes, dont 4 employés de la chaîne de télévision Dojd, qui, au moment de l'ouverture de l'affaire, travaillaient déjà depuis longtemps en dehors de la Russie. Autrement dit, ils rapportent quelque chose sur une certaine chaîne, les Russes n'aiment pas ça, ils organisent un procès, et ils attendent le moment où ces personnes seront arrêtées. Les répressions transnationales, c'est lorsque l'État essaie de contrôler, d'intimider ou de punir ses citoyens ou anciens citoyens en dehors du pays. J'ai 51 ans, je ne suis pas citoyen, j'ai payé pour renoncer à la citoyenneté, ils m'ont vendu la renonciation. Néanmoins, je parle russe, donc je peux être l'objet de leur attention particulière. La Russie est ici constamment parmi les leaders en termes de cruauté des méthodes. Dans leur arsenal, il y a la surveillance, les attaques de hackers contre les militants et les journalistes, ainsi que des menaces envers les proches. Dieu merci, je n'ai personne. Pour ceux qui restent en Russie, des affaires pénales pour des publications et des déclarations à l'étranger, des abus. Cela signifie qu'ils parviennent à utiliser Interpol et l'entraide judiciaire internationale pour poursuivre leurs opposants. Bien sûr, ils mentent à Interpol, mais leur objectif principal est de te faire du mal, de te faire peur. Récemment, la surveillance numérique s'est ajoutée aux méthodes traditionnelles. Des groupes de recherche documentent des cas d'utilisation de logiciels espions commerciaux contre des journalistes et des militants russophones en Europe. Dans l'une des enquêtes, au moins 7 cas d'infection de téléphones de journalistes et d'activistes russes et biélorusses d'opposition vivant en Europe par des logiciels espions ont été identifiés. Pegasus, c'est-à-dire celui-là même qui a déjà été impliqué dans de nombreux scandales. De telles attaques permettent aux malfaiteurs de lire les messages, d'accéder aux contacts, au microphone, à la caméra, transformant en fait le téléphone en mouchard. Pour les personnes déjà menacées, c'est un coup porté à leur sécurité personnelle et à celle de leurs sources. Ils traquent ceux qui leur fournissent des informations. L'un des outils les plus douloureux est la pression exercée à travers la famille, la frontière. Et ceux qui s'opposent à la guerre et au régime sont de plus en plus confrontés au fait que des agents des forces de l'ordre rendent visite à leurs parents, frères, amis, même en Russie, les convoquent pour des entretiens et les menacent de poursuites pénales.
ou simplement la perte de leur emploi pour le reste de leur vie. Ils ont emmené mes proches à la guerre. C'est ainsi que décrit la situation l'une des militantes qui a quitté la Sibérie mais a laissé sa famille en Russie. The Moscow Times. Il est clairement indiqué que la persécution des proches, des membres de la famille et des critiques est un schéma bien rodé depuis longtemps, mais avec le début de la guerre, cette pratique est devenue massive. Envoi à la guerre, reniement public. Convocation à des entretiens, perquisitions et menaces de violences sexuelles. Human Rights Watch décrit séparément comment les proches des militants émigrés ont été massivement arrêtés, détenus et menacés afin de faire taire les militants eux-mêmes à l'étranger. Cela crée un sentiment constant de culpabilité et un conflit intérieur. Faut-il continuer une activité publique si ce sont les proches qui en paient le prix ? De nombreux militants déclarent ouvertement que c'est précisément la peur pour leurs proches qui les a poussés à réduire leur activité ou même à quitter la sphère publique. Mais malgré tout cela, les russophones à l'étranger ne sont pas seulement des objets de pression, mais aussi des acteurs politiques dans les pays d'Europe, aux États-Unis, au Canada, en Israël et ailleurs. La diaspora russophone est devenue un facteur politique important. Les gens participent à des manifestations contre la guerre, aident les réfugiés ukrainiens, soutiennent les prisonniers politiques et collaborent avec les députés locaux. Les russophones peuvent voter aux élections locales et nationales, participer à des partis, à des organisations publiques, travailler avec des ONG locales et des groupes de défense des droits de l'homme. Il existe déjà des exemples où des russophones ont contribué à soulever la question des répressions transnationales et de l'ingérence étrangère dans les parlements nationaux. Ils ont participé à des enquêtes et à des rapports qui décrivaient les pratiques d'intimidation et d'ingérence de la Russie et d'autres régimes autoritaires. Il existe plusieurs exemples réellement documentés où des russophones ont soulevé la question des répressions transnationales et de l'ingérence de la Russie au niveau des parlements et des grandes institutions internationales. Par exemple, la chercheuse de Freedom House, Yana Gorokovskaya, originaire de Russie, travaille sur le thème de la diaspora et des répressions, et intervient régulièrement en tant qu'experte devant le Congrès américain et le Parlement européen, y compris sur la question de la persécution des immigrés et des diasporas par la Russie. Une réunion du comité de la Chambre des communes sur la sécurité publique s'est tenue au sujet de l'ingérence étrangère et des répressions transnationales où des représentants de la communauté russophone, dont Yehory Novodvorsky, ont témoigné. Il a fondé la Russian Canadian Democratic Alliance. Lors de ces auditions, des cas précis de pression exercée par les relais du Kremlin au Canada ont été discutés, notamment des cas concrets de pression, de surveillance, de menaces ainsi que des tentatives d'influence. Les médias russophones, ainsi que les organisations et les participants russophones, expliquaient directement aux députés comment fonctionne l'intimidation orchestrée par Moscou à travers la diaspora, influencèrent les pays dans lesquels nous nous sommes installés. En 2023, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté un rapport intitulé « Répression transnationale », où les assassinats, tentatives d'assassinat et pressions exercées par la Russie sur les immigrés sont cités comme l'exemple le plus flagrant. Des programmes d'État pour persécuter les dissidents à l'étranger. L'exemple le plus flagrant, le plus marquant. Le rapport décrit les tentatives d'enlèvement du journaliste Roman Dobrokotov à Berlin, l'abus des soi-disant notices rouges d'Interpol, les menaces et la surveillance des immigrés russes, et souligne qu'il ne s'agit pas d'un problème local, mais d'une menace pour la souveraineté des pays qui nous ont accueillis, vous et moi. Le lobbying est un mot qui, dans l'espace post-soviétique, sonne presque comme une insulte, mais en réalité, il s'agit simplement d'un travail organisé pour promouvoir un intérêt. Les communautés russophones s'en occupent déjà. Ils expliquent aux politiciens locaux comment fonctionnent les répressions en Russie, obtiennent des sanctions, soutiennent des programmes d'aide aux réfugiés et aux exilés politiques, s'opposent à l'expulsion des personnes menacées de persécution. Plus ces efforts sont organisés à travers des associations, des groupes d'initiatives, des fondations, plus il y a de chances que la voix de la diaspora soit entendue. Si vous vivez en dehors de la Russie et que vous vous exprimez ouvertement, quelques règles de sécurité de base deviennent désormais la norme. Tout d'abord, l'hygiène numérique.
Il ne faut pas utiliser le même téléphone et les mêmes comptes pour la vie privée et pour des activités sensibles. Activez l'authentification à 2 facteurs, mettez à jour vos appareils, soyez méfiant envers les liens et pièces jointes étranges, surtout s'ils proviennent d'expéditeurs inconnus. Deuxièmement, pensez à la sécurité de vos proches, discutez avec eux à l'avance pour savoir s'ils sont prêts à d'éventuelles visites de la police ou à des questions concernant vos activités. Quelles sont leurs lignes rouges ? Parfois, il vaut mieux réduire à l'avance la visibilité de certains liens plutôt que d'essayer de tout supprimer dans la précipitation, car en général, tu ne peux pas tout effacer. Troisièmement, ne restez pas seul. Les militants russophones, les journalistes et simplement les personnes concernées trouvent du soutien les uns auprès des autres. Ainsi que dans les ONG locales et internationales qui s'occupent des droits de l'homme, du soutien aux immigrés, de l'aide psychologique, du soutien psychologique et même d'une simple participation à la vie quotidienne. Et enfin, il est important de se rappeler que la peur fait partie de l'arsenal de tout régime autoritaire. La tâche de ces systèmes est de vous faire taire, même à des milliers de kilomètres de leurs frontières. Mais ce sont précisément les russophones à l'étranger qui disposent aujourd'hui d'une liberté d'expression unique et de la possibilité d'influencer la politique des pays où nous vivons. Si vous vivez aux États-Unis et que vous ressentez la pression des services spéciaux russes, il est important de passer immédiatement du mode problème personnel au mode protection de vous-même et du pays dans lequel vous vivez désormais. Signes montrant qu'il s'agit de pression et non plus de paranoïa. C'est le cas si des personnes vous appellent ou vous écrivent en se présentant comme des employés du consulat, des journalistes, d'anciennes connaissances des structures officielles et laissent entendre que vous avez tort de vous exprimer publiquement de cette manière. Ils proposent une rencontre pour discuter d'une collaboration éventuelle. Ils évoquent vos proches en Russie, suggèrent qu'ils pourraient avoir des problèmes et vous demandent pourquoi vous cherchez les ennuis. Ils vous font chanter avec de vieilles affaires, des dossiers compromettant votre service militaire, ils essaient de vous intimider en tant qu'émigrant. À ce moment-là, la principale erreur est de faire comme si rien ne s'était passé, de se dire « je ne veux pas de problème » et de supprimer le message. Au contraire, il faut tout enregistrer, ne pas discuter et ne pas être d'accord, il ne faut pas se justifier, expliquer sa position ou engager de longues conversations. Tout dialogue donne à l'autre partie la possibilité de faire pression, de vous piéger sur vos paroles, d'utiliser vos réponses comme preuve de quoi que ce soit. Le scénario minimal est sûr, ne cliquez pas sur les liens, n'ouvrez pas les fichiers, n'acceptez pas de rendez-vous ni de discuter dans un café. Si la conversation a déjà commencé, terminez-la de manière neutre, sans conflit, mais en conservant toutes les preuves. Vous devez tout enregistrer dès que vous comprenez que quelqu'un vous a contacté. Votre tâche est de constituer un dossier de preuves, capture d'écran de tous les messages, emails, discussions, photos de l'écran si nécessaire. Notez les dates, les heures, les numéros de téléphone, les liens vers les profils. S'il y a eu un appel, prenez note de qui a dit quoi, de quelles menaces précises ont été faites. Tout cela sera utile. Si vous décidez de vous adresser aux autorités américaines ou à un avocat, cela constitue une preuve aux États-Unis. Ils vérifieront tout de même et sans preuve, ce sera votre parole contre la leur. Aux États-Unis, ce n'est pas de la délation, personne ne perçoit votre message ainsi. Que faut-il faire après cela ? Du point de vue de n'importe quel organisme des États-Unis, pour protéger votre nouveau pays contre les services de renseignement étrangers, il faut contacter les autorités fédérales. Aux États-Unis, l'intimidation étrangère envers les immigrants est considérée comme une menace sérieuse pour la sécurité. Vous pouvez contacter le bureau local des forces de l'ordre fédéral en ligne, par téléphone ou en personne, ou le 911 en cas d'urgence. En cas d'urgence, dites immédiatement que vous craignez la pression d'un État étranger. Les phrases que vous pouvez utiliser sont « I believe I am targeted by agents of a foreign government » ou « Epem minju a deledis erku I am concerned about transnational repression and threats against me and my family ». Lorsque vous irez à la rencontre, apportez avec vous tous les documents.
Dossier, clé USB, impression d'écran, message, numéro de téléphone, nom, capture d'écran, profil, enregistrement d'appel. S'il y en avait, cela signifie que vous avez des droits, même devant les autorités américaines. La stratégie consiste à raconter calmement les faits et à remettre tous les documents. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, dites simplement « I prefer to speak to a lawyer before answering detailed questions ». Vous avez le droit à un avocat et le droit de ne pas répondre aux questions si vous n'êtes pas prêt, c'est une pratique normale. Cela ne paraît pas suspect. Au contraire, cela montre que vous comprenez vos droits. Il est difficile et dangereux de traverser de telles histoires seul. Il vaut la peine de trouver un avocat spécialisé en immigration ou en droits de l'homme via Local Legal Aid ou l'ACLU, ou des organisations qui aident les réfugiés et les dissidents à entrer en contact avec des ONG qui s'occupent des droits de l'homme et de la protection des immigrés, des victimes de persécution. Si vous êtes réfugié, informez-en votre avocat ou l'organisation qui a suivi votre dossier. La pression exercée par les services spéciaux renforce les arguments prouvant la persécution. Cela peut les aider à obtenir plus rapidement tous les documents américains. La question la plus délicate, bien sûr, concerne quelques aspects pratiques en Russie. Discutez avec eux à l'avance de la façon dont ils réagiront aux visites et aux appels des forces de l'ordre, l'essentiel étant que cela ne soit pas un choc pour eux. Ne publiez pas d'informations personnelles inutiles sur vos proches en accès libre, surtout si elles sont liées à votre activité. Réfléchissez aussi à quel groupe de discussion ou conversation pourrait les compromettre. Parfois, il vaut mieux passer à des canaux de communication plus sûrs pour des raisons de sécurité. Séparez votre vie personnelle et votre activité militante sur différents comptes et appareils. Utilisez l'authentification à 2 facteurs. Mettez à jour votre système et vos applications. N'installez pas de logiciels provenant de sources douteuses. Considérez chaque pièce jointe ou lien inattendu comme potentiellement malveillant. Surtout si vous êtes une personne publique. L'essentiel, c'est de ne pas se taire. L'essentiel, c'est de ne pas se taire et de ne pas se replier sur soi-même. C'est toujours fait pour que vous ayez peur, que vous vous mettiez en retrait, que vous arrêtiez de parler. C'est ce qu'ils cherchent, que vous vous taisiez. La meilleure stratégie, c'est de ne pas rester seul. Communiquez avec d'autres russophones, avec des militants locaux, avec des journalistes, avec des ONG. Si nécessaire, racontez votre histoire de façon anonyme à des défenseurs des droits humains ou aux médias. La médiatisation, aussi étrange que cela puisse paraître, protège souvent mieux que le silence. Je pense que la médiatisation ne protège pas seulement souvent, mais protège probablement toujours, ou du moins presque toujours. Tout ce à quoi je peux penser, c'est que la médiatisation protège. C'est pourquoi je vous le conseille vivement. Personnellement, je n'ai pas été confronté à cela, il y a eu quelques tentatives étranges, mais je m'en suis souvenu, bien sûr, et tout le reste. Je n'ai pas répondu, je n'ai réagi d'aucune manière, il y a eu une tentative assez étrange, je n'ai même pas compris d'où elle venait, en fait. Je croyais que ça venait d'une source, puis j'ai compris que non, alors j'ai répondu et échangé des messages. Dès que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, j'ai été soulagé. J'ai fait une émission à ce sujet, et tout s'est arrêté tout de suite, instantanément, ça s'est arrêté net. Je comprends que la plupart d'entre vous ne peuvent pas faire d'émission, quoi qu'il en soit. Rendre cela public, mettre ça sur... avec les données, avec tous les numéros de téléphone, avec tout ce que vous avez découvert, avec des captures d'écran et tout le reste, le mettre sur votre Facebook ou YouTube. C'est un peu pour ça. Sur X, sur Telegram, sur Instagram. Telegram, c'est probablement russe. Instagram, sur tous les autres. Donc, messieurs, d'abord, c'est un choc. Tu commences à avoir peur pour toi, peur pour tes proches ici, peur pour tes proches là-bas. Mais quand on regarde ça à visage découvert, alors ils lâchent prise. Eux non plus ne veulent pas être extraits, comme des raisins secs d'une brioche, puis jetés à nouveau dans leur poubelle, qui se trouve quelque part dans la région de Moscou. Quelle horreur, quel pays, quelle horreur, quel pays. C'est-à-dire, voilà l'Iran, et cela c'est sans doute plus à propos de la Chine. Je ne sais pas, peut-être la Chine aussi, mais l'Iran et la Russie, c'est vraiment quelque chose... C'est ignoble, c'est dégoûtant. Au revoir.